de l'IAPR tu vas te présenter et tu vas nous donner un petit peu quelques pistes sur le dispositif qui est mis en place par Orange. Un institut dont le siège social est à Paris et qui travaille dans le domaine de la gestion, de la prévention et de la gestion des risques psychosociaux au travail. D'accord. Voilà, donc on a un certain nombre de clients dans notre portefeuille, en particulier Orange, qui est un client assez ancien, donc ça fait de très nombreuses années qu'on travaille avec votre entreprise dans ce domaine-là, donc de la gestion et de la prévention des risques psychosociaux au travail. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas spécifiquement par rapport à la crise du Covid, c'est depuis un moment que vous bossez avec Orange. C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, avec Orange, a été mis en place un dispositif avec deux numéros, deux plateformes. Un numéro vert, ce qu'on appelle un numéro vert, donc ouvert directement aux salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, et un numéro bleu qui est ouvert pour les encadrants, managers de terrain ou managers plus élevés dans la hiérarchie. Bien sûr, le dispositif a été renforcé depuis le déclenchement de la crise et puis le confinement. Ok. Est-ce que tu peux me donner la différence un petit peu entre le numéro vert et le numéro bleu? Oui. Alors, le numéro vert, c'est un numéro qui est ouvert pour tous les salariés d'Orange qui souhaitent échanger avec un psychologue par téléphone, soit en face à face, pour toutes les questions de personnes ou d'ordre professionnel. Donc, voilà, on accueille toutes les problématiques. Donc, comment ça se passe? Le salarié a le numéro de téléphone, il appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7, 24/24. Il appelle ce numéro, il tombe sur un psychologue de l'IAPR avec qui il change sur sa problématique privée ou personnelle ou professionnelle, et puis se met en place un accompagnement, soit un accompagnement téléphonique, soit un accompagnement face à face. Donc bien sûr, aujourd'hui, en confinement, c'est un accompagnement qui est strictement téléphonique, bien sûr, mais en temps normal, on peut mettre en place aussi un accompagnement face à face dans toute la France, France et métropolitaine et dom-tom, parce qu'on a créé un réseau de psychologues libérales, donc on oriente le salarié au plus proche de son domicile. Donc ça, c'est le numéro vert. Donc là, c'est ouvert pour tout le monde et pour tout type de problématiques. Ensuite, avec Orange, on a mis en place ce qu'on appelle un numéro bleu, donc qui est ouvert seulement aux managers et aux encadrants. Donc c'est important de voir que le manager, en tant que salarié, il peut téléphoner sur le numéro vert, s'il veut que ce soit plus des problématiques personnelles, en fait, qui le touchent lui personnellement, et il utilise le numéro bleu, soit pour demander un avis extérieur pour gérer son équipe, des situations complexes, par exemple, l'annonce d'un décès, par exemple, des relations interpersonnelles totalement dégradées, il n'arrive pas à s'en sortir, ce genre de choses. Donc signaler un collectif ou un individu en difficulté, ou alors pour, comment dire, donc il a cette situation collective qui peut travailler avec le psychologue, mais il peut aussi signaler un collaborateur en difficulté. Donc le manager avec dans son équipe une personne en difficulté, un collaborateur en difficulté, il ne sait pas vraiment comment s'en débarrasser, il s'inquiète pour se débarrasser du problème, il a besoin d'un point de vue extérieur, oui aussi il s'inquiète beaucoup et donc il a besoin que son collaborateur soit accompagné par un psychologue. Le manager nous téléphone et nous, on rappelle le collaborateur avec son accord bien sûr pour pouvoir mettre en place un accompagnement psychologique. Donc ça permet, avec ce numéro bleu, ça permet au manager d'être sûr que son collaborateur est accompagné psychologiquement. Et puis nous, on fait un retour, bien sûr on est soumis à confidentialité, mais on fait un retour ponctuel au manager en lui disant, par exemple, en le rassurant, en lui disant votre collaborateur est bien pris en compte, on continue à l'accompagner, etc. Donc ça permet au manager comme ça d'avoir une action RH, managériale, mais aussi de pouvoir proposer un accompagnement psychologique. D'accord. On est bien d'accord au niveau de la confidentialité, qu'il n'y a rien qui remonte, en dehors du fait qu'il est pris en compte, il n'y a rien qui remonte. Tout à fait. Aucune information ne ressort vers le manager ou la RH. Il y a une différence entre numéro vert et numéro bleu aussi, c'est que le numéro vert, il est anonyme vis-à-vis de l'employeur. Donc le salarié qui téléphone via le numéro vert, l'employeur, donc Orange, sait qu'un salarié a téléphoné de telle région, mais il ne sait pas qui et il ne sait pas pourquoi. Ça c'est important. Voilà. Et sur le numéro bleu, par contre? Sur le numéro bleu, comme c'est un manager qui téléphone pour un collaborateur ou pour une situation,
bien entendu, il y a une fiche de signalement qui est montée. Comme ça, les RH et la médecine du travail est au courant que dans tel secteur, un, il y a des difficultés, et deux, surtout, le manager a fait son travail. Un travail de repérage et d'orientation de son collaborateur vers des acteurs aux ressources. Ok. Bah écoute, merci pour ces renseignements. Bah, si vous avez des questions, les gars, vous n'hésitez pas. Vous tapotez avec vos petits bras. Depuis 37 jours maintenant, on est confiné. Ça veut dire pour la plupart d'entre nous, on ne peut pas sortir, on est en télétravail. Et on est passé, je pense, au tout début par un petit peu pas de révolte, mais de dire, oh là là, je suis contraint à rester. Et maintenant, le temps avançant, on a des réactions diverses et variées. Est-ce que tu pourrais nous décrire, parce que bon, je suppose que toi, tu connais ça un peu mieux, quelles sont les réactions qu'on a dans ce type dans ce moment, des moments on n'a jamais vécu? Oui. Alors, la crise, la pandémie, il y a eu déjà, il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu l'aspect lié à l'épidémie elle-même, c'est-à-dire la crainte d'attraper le virus, la crainte pour ses proches, pour soi, etc. Donc ça a élevé le niveau d'anxiété de la population en général, hein, et des salariés d'Orange, bien sûr, de manière assez importante. Ensuite, il y a eu tout ce qui concerne le confinement. Ça a été autre chose. Et donc, ça a demandé des ressources d'adaptabilité très importantes pour certaines personnes, hein, s'adapter à une vie sans pouvoir sortir, donc à un manque de liberté, hein, un confinement contraint, etc. La vie familiale qui se réadapte. Quand on est 24 heures sur 24 sous le regard des autres, c'est pas la même chose que quand on peut sortir, hein, etc. Ne plus pouvoir faire du sport à l'extérieur. Donc, ça a élevé le niveau de tension dans les familles. Donc il y a des familles qui s'en sortent très très bien, parce qu'elles ont su réagir de manière intelligente et émotionnelle, donc ça a permis même après un temps on va dire de tension, ça a permis d'apaiser les choses. Et puis il y a des familles qui ont peut-être des modes de communication un peu moins souples, on va dire, où la tension monte de plus en plus. Donc ça, c'est après l'épidémie, donc le confinement. Et ensuite, il y a eu l'adaptabilité du travail, avec des gens qui sont passés de je travaille avec mes collègues à je travaille toute seule en télétravail, certains qui ont été mis en chômage partiel, peut-être pas chez Orange spécifiquement, mais en règle générale, hein, et puis d'autres qui ont été mis comment ça s'appelle, en arrêt de travail pour garde d'enfants, etc. Donc dans une équipe, il peut y avoir plusieurs positionnements, avec des gens qui télétravaillent, des gens qui sont en chômage, des gens qui sont en arrêt pour garde d'enfants. Et donc tout ça, ça crée des dissensions, ça peut créer des dissensions dans les équipes. En plus, parfois, dans certaines équipes, les managers n'étaient pas habitués à manager à distance. Et donc, ça a créé des ruptures de liens managériaux, parfois des ruptures de liens sociaux, avec des collaborateurs qui se retrouvent tout seuls, sans soutien managérial, sans soutien de collègues. J'ai eu récemment une personne de Orange, un téléconseiller, qui lui avait en face des entreprises, des chefs d'entreprise qui étaient eux-mêmes tendus, nerveux, agressifs, etc. Et que cette personne, elle se retrouvait au téléphone avec des gens très agressifs, nerveux, etc., sans beaucoup de consignes de réponse, et sans soutien. C'est-à-dire qu'elle se retrouvait seule avec l'agressivité de ces entreprises, sans pouvoir se tourner vers son manager ou vers ses collègues pour souffler un peu, boire un coup ou demander des consignes, etc. Donc voilà, tout ça, si vous prenez une personne, un salarié, qui est en télétravail, dans un petit appartement, avec 2 enfants, sans soutien managérial, sans soutien des collègues, on peut arriver à des situations qui sont explosives, quoi. Donc ça a été la vie, hein, au départ. Alors il y a des gens qui ont des capacités d'adaptation assez rapides, donc qui ont pu se réadapter au bout d'1 semaine, ils ont trouvé leur vitesse de croisière, on va dire. Et il y en a certains qui ont eu besoin du soutien psy, soit directement par le numéro vert, soit parce que leur manager leur a proposé, et qui ont eu l'intelligence de prendre contact, l'intelligence ou la présence d'esprit de prendre contact avec le psychologue. Ça leur a permis d'avoir parce qu'on travaille beaucoup sur des pistes de résolution de problèmes, des pistes d'adaptation, etc. Donc on leur a donné un certain nombre de pistes, donc ils vont un peu mieux. Et puis il y a des gens, vous allez en retrouver dans les mois à venir, hein, des personnes qui ont eu pendant 1 mois, 2 mois une tension extrême, et qui vont se retrouver, donc nouveaux changements, qui vont revenir dans le travail comme avant, dans des équipes qui ont été... donc tout ça, c'est ce qu'on travaille actuellement, c'est le déconfinement.
tout à Donc, fait. ce qui revient Ah, beaucoup. Oui. oui. Avant de passer au déconfinement, je voulais savoir si, parce que là, il nous reste quand même du moment avant d'être de sortir, est-ce que tu aurais des conseils, des pistes, comment se comporter? Parce que, comme on en avait discuté, la pression externe, les infos, tout ça, comment se préserver au mieux pendant la période de confinement? Alors, la première chose que je donne, moi, à chaque fois que j'ai une personne au téléphone, c'est je lui demande est-ce que vous regardez beaucoup les informations? Mm. Si la personne me dit oui, je regarde beaucoup les informations, ça c'est ma première préconisation, c'est ne regardez pas les télévisions genre BFM ou iTélé, n'écoutez pas la radio en boucle, ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas de nouvelles informations en fait, il y a toujours les mêmes informations qui tournent, et donc on a Exact. l'impression, voilà, donc on a l'impression que c'est une épidémie comme la peste noire ou la grippe espagnole. En fait, quand on prend un peu de distance et qu'on regarde réellement les chiffres, certes, il y a des morts, donc c'est malheureux, pour les familles et puis pour les gens qui meurent, mais aussi surtout pour leurs familles. Hein. Mais en fait, rationnellement, l'épidémie, elle n'est pas si dramatique que ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ça tourne en boucle, et donc les gens, ils ont un niveau déjà d'anxiété élevé, et donc s'ils ils écoutent le BFM TV en permanence, ils vont exploser. Donc déjà, première préconisation, c'est se couper un peu des informations redondantes, et si on a besoin d'informations, aller voir des informations vérifiées, France 2 par exemple, une fois par jour, le soir, en famille, pour pouvoir s'informer. Mais sinon, ça ne sert à rien de s'informer en permanence. Ensuite, mettre en place un emploi du temps. Il faut que, quelle que soit notre situation, qu'on soit soit en arrêt de travail, soit en chômage partiel, soit en télétravail, il faut avoir un emploi du temps bien structuré, avec des plages de travail, des plages de repos, de pause, des plages de relations familiales, des plages aussi pour soi personnellement, soit faire du sport, soit écouter de la musique, soit se ressourcer, etc. Et surtout faire attention à ne pas avoir des plages de travail extensibles. Parce que le télétravail, c'est très bien, mais un des facteurs de risque psychosocial le plus important en télétravail, c'est le surengagement. Parfois, dans la tête des managers, le télétravail égale ne rien faire. En fait, c'est complètement l'inverse. Le manager, il doit faire attention, au contraire, à ce que son collaborateur ne soit pas surengagé au travail. Toutes les études montrent que le télétravail, c'est surengagement et c'est augmentation de la productivité. Donc le manager, il doit faire très attention à ça, c'est-à-dire à demander à son collaborateur d'avoir des plages de travail pendant lesquelles il doit être disponible, mais pas plus, pas plus. Donc c'est au collaborateur de faire attention de bien structurer sa journée. Et en pensant à lui, à se reposer, et puis donc avoir un emploi du temps comme ça dans la semaine, et puis considérer le week-end comme réellement un week-end. Et pas travailler, et pas faire autre chose. Le week-end, c'est le week-end. Donc aussi structurer son week-end comme un week-end, c'est-à-dire je sais pas, je fais mon jardin si j'ai un jardin, ou j'écoute de la musique, ou je joue avec mes enfants, ou etc. etc. Voilà, avoir des plages de travail et de repos et de loisirs bien structurés. Alors, tu as dit prendre un emploi du temps, ne pas trop regarder la télé, enfin surtout avoir quelque chose de rester sensé. On est sur les réseaux sociaux et on sait très bien, moi en tout cas je m'en plains depuis très longtemps, on est en permanence agressé par des fake news, par la théorie du complot et tout ça. Quelle position vis-à-vis de ça tu conseilles? Alors, c'est pas spécifique à la situation de confinement. Les informations sur les réseaux sociaux, il y a des fausses informations, il y a des infox, etc. Un adulte, on va dire, digne de ce nom et qui veut faire attention il doit croiser ces informations. Donc, je vais pas prendre ça des spécialistes comme vous, hein, mais il faut croiser ces informations. Si on a une information qui paraît qui paraît bizarre, ou qui paraît, je sais pas, une information genre sur un complot, sur le virus est sorti, a été créé par l'homme, est sorti des laboratoires de Wuhan, créé par la CIA et par les Illuminati, il faut aller croiser les informations, quoi. Donc les personnes qui s'informent sur les réseaux, moi je leur conseille fortement d'avoir 2, 3, 4 sources d'informations, et si possible différentes. Parce que très souvent, il y a un biais cognitif, psychologique, qui fait qu'en fait, on va rechercher l'information qui confirme ce qu'on croit savoir. Exactement. Donc, si on ne se connecte pas sur des réseaux qui vont à l'inverse de ce qu'on pense, eh bien, on aura tendance à toujours, et donc à confirmer ce qu'on croit savoir. Donc, si on s'implique, si on pense qu'il y a un complot, eh bien, automatiquement, on va aller chercher des informations concernant ce complot, et donc on va être confirmé. Et en plus, les algorithmes de Facebook, etc.,
ils nous renforcent là-dedans parce qu'ils vont rechercher des choses qui nous concernent et qui nous intéressent. Donc ça va tourner en boucle, on va renforcer les théories fumeuses. Non, il faut aller chercher des sources d'informations de partout, croiser les informations, et si les informations sont croisées et que ce sont toujours les mêmes, là, effectivement, on peut se dire c'est la réalité, quoi. Voilà, on s'approche tranquillement du déconfinement, on en parle partout, les enfants qui vont reprendre l'école. Et manifestement, je pense qu'on va avoir les uns les autres des réactions différentes face à ça. Peut-être la hantise de tomber malade si on ne l'a pas été, parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien de particulier. Comment toi tu le vois et qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, des confinements? Alors, effectivement, depuis le discours du président de la République, on commence à avoir des appels concernant le déconfinement. Pour l'instant, ce sont des appels plutôt dans la sphère privée. Les personnes téléphonent parce que le 11 mai, elles craignent de sortir, et en particulier de mettre les enfants à l'école, parce que c'est très flou, hein, les informations sont très floues. L'anxiété, elle est basée sur des informations floues. Lorsqu'on a une inquiétude et qu'on n'a pas la réponse en face de cette inquiétude, ou qu'on a une réponse floue, ça fait monter le niveau d'anxiété. Donc aujourd'hui, comme les réponses sont très floues, hein, des autorités, eh bien les gens se disent mais pourquoi est-ce que je vais envoyer mon fils ou ma fille à l'école alors que les mesures de sécurité ne sont pas déterminées, pourquoi je sortirais faire mes courses ou aller au cinéma ou aller au resto, etc. Alors j'ai envie de le faire, mais l'épidémie elle n'est pas encore circonscrite, etc., etc. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de questions autour de ça. Il y a aussi les questions sur si je retourne au travail en présentiel, comment mon entreprise, quelles sont les dispositions de sécurité que mon entreprise va mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont peur d'attraper le virus. Hein, et effectivement, 11 mai, la date, ça ne veut rien dire, puisque pour l'instant, l'épidémie n'est pas circonscrite. Donc 11 mai, ça veut dire qu'on va passer d'une période où il faut être confiné, il ne faut pas sortir, etc., à une période où on va sortir, travailler et se croiser. Et donc les gens sont très anxieux sur ce genre de situation. Et ensuite, ce qu'on prévoit, nous, c'est des appels, cette fois-ci, plus liés aux risques psychosociaux proprement dit, parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises pendant 2 mois, pour les gens qui ont télétravaillé, par exemple. Hein. Souvent, les gens sont devenus plus autonomes, se sont responsabilisés, ont travaillé beaucoup, hein, donc parfois certains sont fatigués, et donc ils vont arriver... Parfois, les liens sociaux ont été, comme je disais tout à l'heure, distendus. Hein. Donc, j'ai pas eu de contact beaucoup avec mon manager, j'ai pas eu beaucoup de contact avec mes collègues. Donc, les questions qui peuvent se poser, c'est comment ça va se passer quand on va revenir tous ensemble. Est-ce qu'on va être protégé du virus ? Est-ce qu'on va avoir des masques ? Est-ce qu'on va avoir du gel hydroalcoolique, etc. Est-ce que la distanciation sociale va être respectée par l'entreprise, etc., etc. 2, si j'ai pas eu beaucoup de nouvelles de mon manager, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va reprendre contact ? Si j'ai pas eu beaucoup de nouvelles avec mes collègues, comment on va reprendre contact ? Tous ensemble. Comment on va recommencer à travailler ? S'il y a eu dans une équipe plusieurs situations avec des gens en télétravail, des gens en chômage, des gens en absence, pour garde d'enfants, comment on va faire pour se comprendre ? Parce que parfois, par exemple, on reçoit des appels de personnes qui sont en absence pour garde d'enfants, qui se sentent un peu coupables. Ils ont un sentiment de culpabilité en se disant « oui, mais j'ai laissé mes collègues travailler et moi, je n'ai pas pu travailler ». Il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir d'outils techniques pour pouvoir travailler en télétravail. Tout ça. Voilà, donc ça va créer des différences interindividuelles, ça risque de créer des dissensions, des relations interpersonnelles de troubles, des tensions, etc. Donc là, moi, quand j'ai un manager au téléphone, pour l'instant, j'en ai pas eu beaucoup, je leur dis « faites attention à cette période ». Il faut vraiment réfléchir à toutes les inquiétudes et à toutes les difficultés auxquelles vous pourrez faire face lorsque votre équipe sera de retour. Donc les questions, par exemple, concernant les questions sanitaires, c'est à la direction, donc c'est à la ligne hiérarchique de répondre à ces questions. Quels sont les moyens techniques qui vont être mis en place pour protéger la santé des personnes ? Alors il y a le CSE hein, qui a un rôle très important, hein, le CSSCT, les CSE, donc les représentants du personnel qui ont un rôle important. Et puis, pour le manager, il faut qu'il connaisse toute la situation de chacun de ses équipiers. Un tel était en télétravail, il a beaucoup travaillé. Un tel était en télétravail, il a travaillé correctement, il a réussi à bien gérer son temps. Un tel était en absence pour garde d'enfants, etc. Est-ce que les relations interpersonnelles ont été bien menées ? Est-ce qu'il y a eu parfois il y a des équipes qui créent des WhatsApp
se garder en contact. Donc ça, c'est une bonne chose. D'autres équipes qui sont totalement sans nouvelles. Donc ça, le manager, doit vraiment se positionner là-dessus. Et l'IAPR, là, le psychologue de l'IAPR, il peut être d'un grand secours pour un manager pour qu'il prévoie en fait son retour, le retour de son équipe. Donc si le manager téléphone à l'IAPR, il aura un psychologue avec qui il pourra discuter, quelqu'un qui est neutre, hein, qui est bienveillant, qui est externe à l'entreprise, et il pourra lui poser toutes les questions, il pourra travailler toutes ses inquiétudes concernant son équipe. Voilà. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de ça, des relations avec le manager et tout ce que l'IAPR peut apporter comme aide. Maintenant, je pense que c'est pas une démarche facile d'appeler la hotline, enfin la ligne soutien. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour conseiller? Parce que bon, c'est vrai qu'on peut le faire pour Oui. dire, allez-y, utilisez le service, il est Oui, là. oui. Il est offert Oui. Alors, si la personne, si le salarié téléphone avec le numéro vert, déjà, le fait que ça soit anonyme vis-à-vis de l'entreprise, parfois, ça limite les inquiétudes. Le deuxième argument, c'est pour les deux numéros, vert et bleu, c'est la confidentialité. Quelle que soit la problématique abordée, c'est totalement confidentiel vis-à-vis de la ligne hiérarchique et la ligne RH. Même si c'est le manager qui téléphone pour son collaborateur, par exemple, moi, si je reçois un appel, je téléphone au collaborateur, on discute avec le collaborateur, et ensuite je dirai au manager, c'est bon, j'ai eu votre collaborateur, on a mis en place un accompagnement téléphonique, un accompagnement face à face, point. Je dis rien d'autre de plus. Donc ça, c'est très important, la confidentialité. Il y a aussi un troisième argument, c'est la gratuité. Les coûts sont pris en charge par l'entreprise. Donc ça permet aussi d'avoir, parfois, c'est la première fois qu'une personne va voir un psychologue, ça lui permet de savoir comment ça fonctionne. Ensuite, ça ne mange pas de pain. On a en face de nous 5 entretiens, entre 5 et 10 entretiens. Donc c'est quand même assez important. Si au bout d'un seul entretien, le collaborateur ou le salarié se dit « bon, ça ne me sert pas à grand-chose, ça ne m'intéresse pas », il peut s'arrêter. Hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux 5 entretiens. Donc la liberté de choisir le nombre d'entretiens que le salarié souhaite, la liberté d'aborder les sujets qu'il souhaite, ces sujets qui lui tiennent à cœur. Voilà, donc c'est une liberté totale en fait, hein, pour utiliser un dispositif gratuit pour le collaborateur ou le manager, pour aborder tous les sujets qu'il souhaite. Et ensuite, donc, si au bout de 5 entretiens, on est allé avec le salarié jusqu'au bout des 5 entretiens et qu'on évalue à ce moment-là qu'il y a un besoin de plus, eh bien, si le salarié est d'accord, on peut demander une dérogation à l'entreprise, c'est-à-dire avoir 5 entretiens de plus. Mais alors là, quand on fait cette dérogation, on la demande au médecin du travail, mais cette fois-ci en levant l'anonymat. Mais c'est avec l'accord du salarié. On ne lève pas l'anonymat sans l'accord du salarié. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Pourquoi Orange a mis ça en place? Parce que je considère que le médecin du travail, il doit être au courant aussi d'une situation délicate ou de difficulté d'un salarié, surtout si on prolonge jusqu'à 5, parce qu'il a aussi son rôle à jouer en interne sur les conditions de travail, par exemple. Par exemple, un salarié téléphone parce qu'il a une problématique relationnelle difficile. Au bout de 5 entretiens, il est d'accord pour lever l'anonymat, pour continuer parce qu'il a besoin d'un soutien psychologique, mais on prévient le médecin du travail avec l'accord du salarié, parce que le médecin du travail, il a aussi peut-être une action à jouer sur les conditions de travail internes. Hein. Si on travaille, c'est très compréhensible, hein, si on travaille avec un salarié pour des difficultés au travail et qu'on ne fait que du soutien psychologique, eh bien sa situation de travail ne va pas évoluer et donc il sera de nouveau en difficulté psychologique parce qu'il sera réintroduit dans une situation de travail dégradée. Voilà. Donc le travail médecin du travail, psychologue de l'IAPR, ça permet aussi d'avoir une action interne sur les conditions de travail. Et donc, voilà, permettre aux salariés de se sentir mieux. Ok Jean, merci pour tout ça, c'est sympa. J'ai pas vu vraiment de questions, on a dû religieusement écouter tout ce que tu as dit. Oui. Je vais donner encore une fois le numéro tout au long, comme je le fais depuis le début. Merci d'avoir pris du temps et puis Compris. bonne journée et puis bon courage Merci. pour la À vous suite. aussi, bonne journée. Au revoir. Allez, à bientôt, au revoir.